qui a chanté cela, ça interroge quand même. Aurore Berger est prisonnière, on va dire, des choix justement de sa majorité, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que les macronistes, quand ils font le choix de la préparation de l'organisation des Jeux Olympiques, ils mettent le curseur sur la popularité des artistes et la popularité des différents intervenants. Or, le point qu'il faut donner, nous on a travaillé sur cette question de l'organisation des Jeux Olympiques en comparant avec les Jeux Olympiques qui ont bien fonctionné, c'est-à-dire Pékin 2008 et Londres 2012, les responsables qui ont organisé ces Jeux Olympiques, on les a organisés avec des curseurs qui sont différents que juste la simple popularité des intervenants. Ils ont placé notamment 2 critères qui étaient importants. Un, c'est justement d'avoir des personnes qui représentent, on va dire, l'histoire, les racines de leur propre pays, le Royaume-Uni. Acculé, il n'est pas en train de rediaboliser à outrance le Rassemblement national. Et c'est son propre patron, Emmanuel Macron, qui avait dit justement qu'il ne fallait pas faire du combat contre le Rassemblement national un combat de la lutte des valeurs. Parce que ce n'était pas comme ça que les partis de gouvernement pouvaient justement enrayer la progression du Rassemblement national. La question qui se pose quand même très rapidement, c'est que le RN gagne les élections européennes depuis 2014. Ça, c'est un fait. La question qui va se jouer, c'est la question du score. Combien va faire le Rassemblement national? Est-ce que c'est plus de 30% ou est-ce que c'est moins de 30%? Pourquoi? Parce que ça emporte 2 choses. Le premier point, c'est Marine Le Pen avait annoncé avec Jordan Bardella un ticket. C'est-à-dire justement, elle se prive la possibilité de nommer un Premier ministre qui ne soit pas de son propre parti politique. Pour cela, il faut qu'ils aient le plus grand nombre d'électeurs aux européennes, puis au premier tour de l'élection présidentielle. Le deuxième point qui est important à souligner, c'est justement que va faire le Rassemblement national ensuite en termes de stratégie politique vis-à-vis des autres partis de droite, parce que lorsque l'on voit l'électorat de droite aujourd'hui, il est véritablement très puissant. On a entre 40 et 45% aujourd'hui du vote de droite nationale, droite républicaine avec les Républicains, sachant que les Républicains aujourd'hui, 9 sympathisants républicains sur 10 vont voter soit pour la liste de Bellamy, soit pour la liste de Bardella, soit pour celle de Marion Maréchal. Allez, il nous reste 5 ans. C'est inquiétant, mais moi je relativiserais le fait ce sont les élites du pays, parce que quand vous regardez aujourd'hui les débouchés après Sciences Po, c'est plus notamment les grandes entreprises, c'est plus la haute administration, c'est plutôt les associations, les ONG, cabinets de conseil, etc. C'est plutôt vers ces organisations-là que les étudiants de Sciences Po vont. Oui. Non, la question que vous posez, elle soulève un point qui me paraît essentiel, c'est que Sciences Po aujourd'hui est gangréné par le wokisme. Ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différentes enquêtes opinion, notamment du Figaro, Cevipof, on voit que 54% des étudiants de Sciences Po ont voté LFI, plus de 70% ont voté pour des partis de gauche, alors qu'il y a 20 ans, 30 ans, il n'était que 50%. Il y a là un glissement culturel et politique à Sciences Po qui est complètement en décalage avec la société et qui justement justifie des thèses telles que le wokisme qui considère que les opprimés auront toujours raison sur leurs oppresseurs. Allez, on marque une courte pause, vous restez avec que certains professeurs, très peu, mais certains professeurs quand même de Sciences Po ont également participé au blocage de l'établissement. Alors est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce qu'il faut, selon vous, que l'État arrête de subventionner, temporairement peut-être, mais arrête de subventionner cette école parisienne qu'est Sciences Po? Ça me paraît être une bonne mesure dans la mesure où Sciences Po est un grand établissement payé par évidemment tous les Français et le problème étant que Sciences Po est aujourd'hui gangréné par une minorité islamo-gauchiste et wokiste qui ont pris en otage l'école. Sauf que cette minorité-là, elle se retrouve à différents échelons. Chez les étudiants, d'une part, donc, notamment avec les associations les plus politisées, d'autre part chez une partie du corps enseignant, comme vous venez de le rappeler, et même jusqu'à dans l'administration, il y a une partie aussi de l'administration qui sont sur ces thèses-là. Et cette minorité, elle fait la loi, on l'a vu très clairement. Et exactement, elle fait la loi et elle pourrit la vie de la majorité. Et on est ici sur une inversion des valeurs où justement, encore une fois, on a ce qu'on appelle la tyrannie des minorités, c'est-à-dire des minorités qui oppriment la majorité silencieuse qui n'a pas les moyens aujourd'hui d'étudier. Et vous le voyez dans un certain nombre de cours. Moi, j'étais à Sciences Po également, donc je peux vous témoigner. Il y a des cours notamment en économie ou en géopolitique où on ne peut plus enseigner de la meilleure des façons. On ne peut plus enseigner certaines thèses comme par exemple le néolibéralisme en économie ou le choc des civilisations de Samuel Huntington en géopolitique, eu égard justement à des minorités qui pourrissent les salles de classe et la vie de l'école. Bernard Cohen-Allan, très rapidement, juste pour vouloir dans les prochaines heures Benyamin Netanyahou. La difficulté quand même qu'a Benyamin Netanyahou, c'est qu'en fait, il est prisonnier, comme vous l'avez dit, d'objectifs qui sont complètement contradictoires. Et ce qu'il faut quand même rappeler dans tous les cas, c'est que il est impossible aujourd'hui d'avoir 2 États, un État palestinien et un État israélien côte à côte, tant qu'il y a le Hamas.
Tant qu'il y a le Hamas, ça sera impossible parce que justement, on ne peut pas demander aux Israéliens de vivre à côté d'un équivalent de ce qu'a fait Daesh aujourd'hui en France en 2000. Avant d'engager un énième processus de paix, il faut éradiquer le Hamas. Il faut éradiquer. C'est obligatoire. Pourquoi? Et parce que je vais l'illustrer très simplement par les faits historiques que justement une partie de l'extrême gauche antisioniste ne comprend pas. C'est qu'avant qu'il y ait le Hamas en 2006, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, il y avait des processus de paix qui étaient possibles. C'est-à-dire qu'entre 1979, les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, jusqu'au processus d'Oslo de 1994, il y avait un espoir de paix qui était possible aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Depuis qu'il y a le Hamas dans la bande de Gaza, la discussion aujourd'hui est impossible. Et vous ne pouvez pas demander, encore une fois, aux Israéliens de vivre à côté de terroristes. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou doit, en priorité, éradiquer le Hamas pour pouvoir, justement, après mener des négociations de paix. Le problème étant sa ligne stratégique aujourd'hui qui est difficile et qui est difficilement lisible pour l'éradication du Hamas. Et Noël Lenoir pour... La difficulté quand même qu'a avec Benyamin Netanyahou, c'est qu'en fait, il est prisonnier, comme vous l'avez dit, d'objectifs qui sont complètement contradictoires. Et ce qu'il faut quand même rappeler dans tous les cas, c'est que il est impossible aujourd'hui d'avoir deux États, un État palestinien et un État israélien côte à côte, tant qu'il y a le Hamas. Tant qu'il y a le Hamas, ça sera impossible parce que justement, on ne peut pas demander aux Israéliens de vivre à côté d'un équivalent de ce qu'a fait Daesh aujourd'hui en France en 2000. Avant d'engager un énième processus de paix, il faut éradiquer le Hamas. Il faut éradiquer. C'est obligatoire. Pourquoi? Et parce que je vais l'illustrer très simplement par les faits historiques que justement une partie de l'extrême gauche antisioniste ne comprend pas. C'est qu'avant qu'il y ait le Hamas en 2006, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, il y avait des processus de paix qui étaient possibles. C'est-à-dire qu'entre 1979, les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, jusqu'au processus d'Oslo de 1994, il y avait un espoir de paix qui était possible aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Depuis qu'il y a le Hamas dans la bande de Gaza, la discussion aujourd'hui est impossible. Et vous ne pouvez pas demander, encore une fois, aux Israéliens de vivre à côté de terroristes. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou doit, en priorité, éradiquer le Hamas pour pouvoir, justement, après mener des négociations de paix. Le problème étant sa ligne stratégique aujourd'hui qui est difficile et qui est difficilement lisible pour l'éradication du Hamas. Et Noël Lenoir. La difficulté quand même qu'a avec Benyamin Netanyahou, c'est qu'en fait, il est prisonnier, comme vous l'avez dit, d'objectifs qui sont complètement contradictoires. Et ce qu'il faut quand même rappeler dans tous les cas, c'est que il est impossible aujourd'hui d'avoir deux États, un État palestinien et un État israélien côte à côte, tant qu'il y a le Hamas. Tant qu'il y a le Hamas, ça sera impossible parce que justement, on ne peut pas demander aux Israéliens de vivre à côté d'un équivalent de ce qu'a fait Daesh aujourd'hui en France en 2000. Avant d'engager un énième processus de paix, il faut éradiquer le Hamas. Il faut éradiquer. C'est obligatoire. Pourquoi? Et parce que je vais l'illustrer très simplement par les faits historiques que justement une partie de l'extrême gauche antisioniste ne comprend pas. C'est qu'avant qu'il y ait le Hamas en 2006, aujourd'hui, dans la bande de Gaza, il y avait des processus de paix qui étaient possibles. C'est-à-dire qu'entre 1979, les accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, jusqu'au processus d'Oslo de 1994, il y avait un espoir de paix qui était possible aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Depuis qu'il y a le Hamas dans la bande de Gaza, la discussion aujourd'hui est impossible. Et vous ne pouvez pas demander, encore une fois, aux Israéliens de vivre à côté de terroristes. Donc, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Benyamin Netanyahou doit, en priorité, éradiquer le Hamas pour pouvoir, justement, après mener des négociations de paix. Le problème étant sa ligne stratégique aujourd'hui qui est difficile et qui est difficilement lisible pour l'éradication du Hamas. Et Noël Lenoir pur, et il semble que cet antisémitisme soit réellement assumé. Ah mais complètement. L'extrême gauche aujourd'hui, dans tous les pays occidentaux, est antisémite et cache son antisémitisme derrière un antisionisme de bas étage. Or, ça aboutit justement aux scènes de violence que vous venez de décrire très justement. On assiste en réalité à un deux poids deux mesures sur la question du Proche-Orient. Ces gens-là nous reprochent à Israël le droit de se défendre face à l'attaque abominable et les crimes de lutte contre l'humanité qu'a fait le Hamas lors du 7 octobre, mais par contre, ils ne reprocheraient pas d'autres pays de la région, comme l'Iran, de se défendre d'une attaque de cette ampleur-là. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième point, également, c'est qu'ils reprochent à Israël le fait de ne pas s'inquiéter du droit de la vie des Palestiniens à Gaza, etc. Or, quel pays, aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, s'attache à ce point à la vie? Combien de Juifs vivent aujourd'hui dans les pays arabo-musulmans de manière libre, pleine et entière? Combien d'Arabes musulmans vivent
en Israël aujourd'hui. C'est un deux poids, deux mesures qui est pratiqué par l'extrême gauche aujourd'hui dans les pays occidentaux qui ne connaît pas les ressorts de ce conflit. Vous avez évoqué l'extrême gauche. La principale menace pour la communauté juive, pour les juifs de France notamment, c'est l'extrême gauche ou c'est l'islamisme aujourd'hui ? Pour moi, ce sont les deux. En fait, on voit dans l'antisémitisme qu'il y a eu, il y a trois vagues en fait d'antisémitisme en Europe. La première, c'est la vague du 19e siècle qui est liée à l'extrême droite notamment et qui a abouti à ce qu'on a abouti au génocide lors de la Shoah. La deuxième vague ensuite, c'est l'extrême gauche, mais c'est un antisémitisme qui est récurrent et qui est très ancien, qui date aussi du 19e siècle où on a véritablement cet alignement du juif et de l'argent du juif et du banquier qui a donné lieu à l'antisémitisme. Et puis il y a un troisième antisémitisme qui prospère sur les fondements d'une immigration qui a été non contrôlée, non régulée, qui repose sur l'islamisation d'un certain nombre de territoires perdus de la République, qui justement considère aujourd'hui, sur la base de l'existence de l'État d'Israël, la légitimité d'un nouvel antisémitisme au XXIe siècle, sachant qu'il faut bien distinguer, il faut bien donner les éléments. Quand on est antisioniste, c'est ce que se disent ces gens-là aujourd'hui, les islamistes se disent antisionistes, ça veut dire deux choses. Soit vous êtes contre l'établissement d'un foyer juif en terre de Palestine, c'est pas un antisionisme qui existe en Europe, mais c'est un antisionisme qui existe dans tous les pays arabo-musulmans, dans une grande partie de leur opinion publique. Soit vous êtes antisioniste en étant contre l'existence de l'État d'Israël pur et simple, et là-dessus, vous avez un certain nombre de... Et ça, c'est de l'antisémitisme. Et ça, c'est de l'antisémitisme. Et ça, c'est complètement antisémitisme. Voilà. Les deux sont le phoné de l'antisémitisme. Un tweet à présent, puisque quand il y a une manifestation